Il est 7h12 sur Europe, un très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sociologue et essayiste Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, on vous écoute aussi du lundi au jeudi dans l'émission Face à l'info sur CNews. Mathieu Bock-Côté, les Américains vont élire leur 47e président aujourd'hui selon un mode de scrutin qui est toujours un peu mystérieux pour les Français. Bon, rappelons, les États-Unis, République fédérale, composée de 50 États, cette élection présidentielle, c'est en fait une addition de 50 scrutins. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des swing states, donc des États qui peuvent basculer, parce qu'il y a des États qui sont généralement acquis aux démocrates. On peut penser à New York. Il y a des États qui sont désormais acquis aux républicains ou toujours acquis aux républicains. Le Montana, désormais acquis aux républicains, la Floride, on pense à ça, ou encore la Californie, démocrate. Et ensuite, donc, tout se joue dans quelques États qui sont des États pivots, des États bascules. Oui. En ce moment, on parle beaucoup de la Pennsylvanie, on parle beaucoup du Michigan, on parle beaucoup du Wisconsin. Oui, ils sont un peu partout sur la carte, d'ailleurs, ces États. Mais davantage aujourd'hui. Alors, le cœur de l'élection américaine s'est déplacé aujourd'hui vers le nord, en fait. Vers le cœur du pays, en fait, le nord-ouest un peu, mais le cœur du pays, vraiment. Et qu'est-ce qu'on voit avec ça? C'est pour la Pennsylvanie, par exemple, c'est que ça pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de votes. Oui. Au final, vous pourriez avoir une élection où Kamala Harris a quelques points de pourcentage de plus, donc je sais pas moi, 51 pour elle, 49 pour Trump, mais Trump pourrait l'emporter néanmoins parce qu'il aurait une majorité de grands électeurs. Voilà, c'est ça, parce que l'élection populaire élit des grands électeurs qui élisent dans un second temps. Voilà. Donc ce qui offre la possibilité, et c'est quand même assez particulier, d'une égalité parfaite en nombre de grands électeurs. Il y en a 538, on pourrait faire 269 contre 269. Mathieu. Alors, ce n'est pas le scénario privilégié. Oui, c'est possible théoriquement, ce n'est pas le scénario privilégié, mais en ce moment, vous noterez que les sondeurs en fait, parlent tous avec autant de certitude de scénarios incertains. Oui. C'est-à-dire, plusieurs considèrent la possibilité d'une sous-évaluation du vote de Kamala Harris, et c'est possible aujourd'hui. On parle inversement de la possibilité d'une sous-évaluation du vote Trump, comme en 2016, comme en 2020. C'est possible aussi, parce que c'est... Alors, je parle de... Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Certains disent que c'est un vote qui s'est décomplexé. Oui. On parlait beaucoup des shy voters, les voteurs timides, ceux qui n'osent pas dire qu'ils votent Trump. Et vous noterez, soit dit en passant, que c'est aussi une méthode inversement des démocrates en ce moment, au cœur de leur campagne, ça consiste à dire aux épouses des électeurs trumpistes, ne vous laissez pas dominer par votre mari, en cachette, n'hésitez pas à voter Kamala Harris. Donc c'est au cœur de la propagande démocrate, c'est qu'on laisse croire qu'il y a chez les électrices, femmes, blanches en général, c'est vraiment très segmenté, un électorat qui est officiellement trumpiste, mais qui secrètement pourrait basculer vers Harris. Donc tout le terrain est ouvert pour une grande incertitude. Alors je fais appel au sociologue Mathieu Bock-Côté. Alors vous êtes nord-américain, puisque vous êtes québécois, je ne vais pas dire canadien, mais enfin la nuance est importante. Les votes Harris, les votes Trump, ce sont des coalitions. Ce sont des coalitions. Sur quelle base? Qui vote pour Kamala Harris aux États-Unis? Qui vote pour Donald Trump? Alors, la coalition Harris, on pourrait dire que c'est une coalition entre l'oligarchie, entre guillemets, et les minorités au sens large. Oui. Alors, l'oligarchie, on l'a vu ces jours-ci, j'ai l'impression que tout le bottin des artistes d'Hollywood s'est mobilisé pour en appeler à voter pour Kamala Harris. Donc ça, c'est vraiment l'overclass américaine, les grandes élites américaines qui sont aujourd'hui ralliées au Parti démocrate. On le voit aussi notamment dans le financement de la campagne démocrate, qui est une campagne qui est très financée. Donc la haute société américaine s'est ralliée à Kamala Harris. Mais pas le monde des affaires. Hein, non, ça c'est autre chose. Et ensuite, dans l'électorat Harris, c'est aussi une coalition de différentes minorités, ce qui est le plan de la stratégie démocrate, une forme de Terra Nova à l'américaine, pour reprendre cette image. Pour le Parti républicain, ça demeure le parti globalement plus de l'Amérique plus traditionnelle. On dit généralement l'Amérique blanche, entre guillemets, mais avec des nuances. Plus les hommes que les femmes se sont ajoutés. Et par ailleurs, des Américains qui ont un sentiment de dépossession fort. Et c'est important, c'est un vote plus insurgé. Aujourd'hui, on pourrait dire un vote insurgé. C'est un vote de révolte politique. Hein. Exact, aux révoltes politiques, révolte sociale, auxquelles s'ajoutent, certains le croient. Il y a toujours la coalition s'est élargie avec des minorités. Alors ça, c'est intéressant de le dire. On considère que le vote Trump a réussi à faire augmenter le vote chez les Latinos, chez les Noirs, chez d'autres minorités, ce qui lui permet d'élargir la coalition républicaine. Vous noterez une chose assez intéressante. Au début des années 2000, quand on disait aux républicains, vous devez augmenter votre appui chez les minorités, la stratégie proposée, c'était de faire, en fait, ça s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais de l'anti-trumpisme, où on disait, vous devez avoir un discours centriste, modéré, non populiste, presque à gauche, et vous allez avoir les minorités. Et finalement,
paradoxalement, peut-être, c'est le style populiste de Trump qui réussit à capter les franges de ces minorités qui s'embourgeoisent peu à peu, qui rejoignent les classes moyennes et qui s'identifient de plus en plus à la figure de l'Américain moyen. Ensuite, vous avez, j'y reviens, les deux discours. Le discours de Kamala Harris, c'est l'establishment qui dit « Nous devons protéger ce que nous sommes contre ce vote insurrectionnel devant nous ». Et Trump lui-même se présente comme candidat insurrectionnel. Vous noterez, dernière chose qui est importante, que la rhétorique des uns et des autres, on a l'impression d'être dans un mélange des années 30 et de guerre froide. Kamala Harris traite Trump de fasciste. Hillary Clinton va jusqu'à le traiter de nazi. Et de l'autre côté, Trump accuse Kamala Harris de communisme. Donc, on est dans les années 30 et les années 50. Aussi, ennemis de l'intérieur. Mais ils s'accusent mutuellement d'être ennemis de l'intérieur aussi. Donc, c'est une nation irréconciliable. En termes de pronostics, Mathieu, on l'a dit, c'est très compliqué. Mais il y a aussi quand même des forces de fond, les forces démographiques notamment. Vous pensez que ça pourrait pencher plutôt de quel côté la démographie est favorable aux démocrates aux États-Unis. Il faut simplement le voir. La démographie. Alors, ensuite, il y a la politique ne se réduit pas à la démographie, mais c'est une tendance très lourde. C'est-à-dire que globalement, l'élection présidentielle, aujourd'hui, les composantes électorales favorables au Parti démocrate sont plus nombreuses aujourd'hui que les composantes favorables au Parti républicain. Ce qui fait, soit dit en passant, ne l'oublions pas, que plusieurs intellectuels républicains disent c'est probablement la dernière élection nationale, entre guillemets, qu'on peut vraiment investir. Parce que les prochaines, si on perd celle-là, vu les circonstances, les élections importantes pour les républicains vont se jouer au niveau des États plutôt qu'au niveau fédéral. Parce qu'au niveau des États, on peut encore gagner, mais au niveau fédéral, ce n'est plus vraiment possible. Donc, il y a dans cette élection les germes, non pas d'une nouvelle guerre de sécession, mais d'une forme de fragmentation intérieure du pays où de plus en plus l'électorat plus à droite, les républicains se reporteraient vers les différents États qu'ils peuvent contrôler, qu'ils peuvent gagner, en se disant que Washington est désormais terre politique perdue pour les républicains. Ça fait partie du commentaire de fond chez les intellectuels républicains aujourd'hui. Très intéressant. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté Au grand plaisir d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Et puis bonne élection américaine. Je sais que vous suivez ça avec passion.